ces deux petites parties. Il y a la partie basée mathématique, on n'utilise pas, on utilise peu. Il y a la partie dont j'ai expliqué, c'est la partie basée sur les réseaux de neurones, inspirés des réseaux de neurones biologiques, et qui permettent de faire tout ce qui est apprentissage. Cette partie, on obtient le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond. L'apprentissage profond, c'est des algorithmes qui sont très, si vous voulez, très performants, qui donnent des résultats très intéressants, et ce sont des modèles de réseaux de neurones biologiques, ce sont des modèles artificiels de réseaux de neurones biologiques, qui sont basés sur le grand nombre de réseaux de neurones, le grand nombre de couches. Ce qu'on appelle la loi de Hebb, c'est l'association automatique. Donc ce sont des réseaux, il y a plusieurs types, nous avons 4 classes dans le deep learning, et ces classes permettent de faire de la classification. C'est-à-dire que je peux, si je prends une image, je peux dire que c'est une femme ou un homme. Il peut faire de la prédiction, je peux prédire à quel temps on finit j'enregistre ma fréquence de parler, la taille de ma diapo, toutes les données que je veux, et à partir d'un algorithme, je vais dire que votre présentation va prendre, je ne sais pas, 20 minutes, ainsi de suite, c'est la prédiction. On peut faire ce qu'on appelle le clustering. Le clustering, c'est une classification dont on ne connaît pas le résultat. Je ramène des données, j'essaie de classifier. C'est une classification très automatique. Je ne sais pas, la classification, je connais la réponse. Par contre, le clustering, je ne connais pas la réponse. C'est-à-dire, je ramène un ensemble de données et je laisse travailler mon système. Il va me donner, je vous donne un exemple pour mieux expliquer la chose. On a travaillé sur les sédiments de la Jacques. Comment classifier les musées au Havre qui voulaient faire un système automatique pour la classification des sédiments. Et on l'a reproduisait sur le cancer du sein. Ils ne connaissent pas le type de sédiments. A priori, ils ne connaissent pas. Mais un couche à l'avance, et donc il y avait un corpus, il y avait une population de sédiments. J'ai dit Hamid en France, il en parlait d'Algérie. Quand on a commencé la classification automatique, parce que l'histoire et l'étude géologique, elle dit qu'en Algérie, il y a 2 types de sédiments. Il y a les sédiments d'origine marine, il y a les sédiments d'origine terrestre. Donc c'est ça le... Alors, dans notre traitement, on a obtenu une 3e classe. C'est une classification automatique. Alors, on a commencé à poser la question, c'est quoi cette classe? C'est quoi ces sédiments? Et donc, c'est des sédiments qui ont les 2 propriétés. Ils ont les propriétés des sédiments terrestres et des sédiments marins. Et c'est dû à l'histoire, parce qu'avant, notre désert était... il y avait de l'eau, il y avait tout ça. Et donc, c'est une classification, ce qu'on appelle, dans l'intelligence artificielle, ça s'appelle le clustering. C'est une classification automatique dont on ne connaît pas, a priori, les classes. Donc, tout le processus que j'ai expliqué, le processus de la data à la décision, est basé sur ces algorithmes. On peut utiliser d'autres algorithmes, bien sûr. Ce que se fait maintenant, et ce qui est, je ne vais pas dire qu'il est prouvé, mais ce qui est testé, ce sont les algorithmes, si vous voulez, ou les techniques du machine learning, et notamment ceux du deep learning. Donc, si je veux résumer qu'est-ce qu'on peut faire dans ce processus, donc on peut faire du diagnostic. Alors, dans le diagnostic, ce qu'on fait dans le médical, c'est de répondre à la question what happened, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, ou why did it happen, c'est-à-dire pourquoi. Alors, j'essaie avec le diagnostic automatique de comprendre ce que s'est passé et pourquoi. Dans le pronostic, what will happen, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer. Et alors, là, il y a un état, il y a un constat. Je vais prédire, si vous voulez, l'état futur de mon patient. Et puis, il y a ce qu'on appelle decision making, la prise de décision, de répondre à la question what should we do, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire. Et alors, on a fait un pronostic, on a fait un diagnostic, alors qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je décide. Alors, ce que je veux préciser maintenant, c'est très important pour les médecins, ces systèmes ne vont pas, en aucun cas, remplacer le médecin. Ça, il faut le savoir. Il y a une grande polémique dans ce sens. Quand on parle de ça, non, pas du tout. Là, on parle de ce qu'on appelle des CAD. Les CAD, les CAP et les CDM. C'est quoi les CAD? Les CAX, de façon générale. Les CA, ce sont des systèmes d'aide au diagnostic. Ce sont des systèmes d'aide au pronostic. Ce sont d'aide à la prise de décision. Et donc, c'est les CAD, les CAP. Donc, tout ce que se fait dans le monde, il y a aucun, je ne sais pas, je travaille plusieurs années sur le numérique
Mais c'est pas dans l'objectif ou la finalité de l'utilisation de ce processus d'intelligence artificielle, c'est de présenter des systèmes d'aide à la décision. D'aide à la décision, des systèmes d'aide au diagnostic, d'aide au pronostic, qui permettent d'aider le médecin, peut-être lui faciliter la tâche, d'aider à prendre une décision, d'aller plus rapidement, de traiter un nombre important de données dans un temps plus court. Donc il y a pas mal de bénéfices qui permettent que ce type de système, des CAP, CDM, qui permettent à améliorer, comme on l'avait dit, le processus généralement médical. Voilà. Donc ça, si on concerne un petit peu la chaîne données de décision, data decision. Maintenant, je vais vous présenter Weekend Desert. Alors, Weekend Desert, c'est notre chapitre à Vistra, on fait pas mal de trucs. Et donc, on l'a appelé Weekend Desert, c'est tous les travaux qu'on est en train de faire dans le domaine médical et dans notre modèle. Mais c'était made in Algeria. Comme je l'ai dit au début, j'aurais pu ramener ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, mais c'est digital dans le monde, en France, aux États-Unis, le présenter. Mais pour moi, c'est plus intéressant de parler de ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut peut-être après faire. C'est plus intéressant. Nous avons beaucoup de projets. Alors, quand je parle de projets, des projets algériens, des petits projets, des micro-projets, mais qui a du potentiel dedans. C'est-à-dire que ça donne un peu l'espoir de continuer, de travailler plus. L'un des projets, et là je vais raconter une petite histoire sur ça, c'est la réalisation d'un dispositif de détection de tumeurs, cancer du sein. Ce qu'on appelle, nous, c'est le soutien-gorge intelligent. Donc ça fait quelques années, 2 ans, on a essayé de travailler sur un soutien-gorge intelligent qui travaille à la base de la température. On exploite la variation de la température dans le sein pour essayer de détecter la tumeur. Alors c'est un projet qui a 2 dimensions. Il y a la dimension technologique, c'est la fabrication du soutien. Il y a une autre dimension scientifique, c'est-à-dire une dimension de recherche, comment peut-on, à partir de température, comment on peut détecter ou diagnostiquer un... Alors le projet est très motivé, les arguments, les motivations, ils sont là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste, je voulais vous expliquer un petit peu, là on est dans la phase simulation, on a terminé la phase simulation, c'est-à-dire qu'on a simulé un sein, avec des tumeurs, sans tumeurs, avec des positions différentes, des formes différentes. On a simulé un petit peu notre système et on a arrivé, une première étape, à détecter les tumeurs dans le sein à partir de ce... donc, je n'entre pas trop dans les détails, mais si vous avez des questions, je suis là, je peux vous répondre. Ça, c'est le projet. Et c'était l'objet d'un PNL l'année dernière, qui a été refusé. Alors, le problème, ce n'est pas qu'il a été refusé. Le problème, pourquoi il a été refusé? Et c'est ça qui me fait rire. Alors, on m'a dit ça, qui me fait rire. Alors, l'une des remarques, et je ne sais pas, parce que c'est un expert en domaine médical, c'est un expert, je n'ai pas pu faire le truc, mais l'une des remarques, il me dit que ce soutien-gorge, il existe déjà. Il existe déjà. Alors, la première question que je me suis posée en lisant le rapport, qu'est-ce qui n'existe pas? Alors, qu'est-ce qui n'existe pas dans le monde? Alors, je ne parle pas médical, je parle en informatique. Ça ne choque pas, c'est une réalité. Ce qu'on pense faire maintenant, ce qu'on est en train de réfléchir, fait MIT, Berkeley, Boston, c'est fait, ça fait 10 ans. Mais avec un autre contexte, avec un autre besoin, avec une autre technologie, avec une autre opportunité, avec une autre modalité. Je ne sais pas, il y a des médecins ici. Est-ce que le cancer du sein en Algérie, c'est le même? Alors, ce travail, on l'a fait avec l'hôpital CHU de Douane, maternité de Douane, professeur Badrassi. Alors, il y a une spécificité en Algérie, c'est le cancer du sein chez les patients jeunes. Les sujets jeunes, avec vraiment. Et c'est alarmant. Hein? Il y a des cas de 32 ans, cancer du sein, ça n'existe pas ailleurs. Après, on travaille avec l'hôpital Franche-Comté, alors ils étaient un peu étonnés qu'il y a des cas de sujets jeunes qui ont le cancer du sein. Est-ce que ça, c'est pas une motivation pour créer, pour détecter précocement ce genre de... Est-ce que c'est pas suffisant?
Bon, c'est une histoire sur le PNR qui a été refusée. J'ai même pas fait le recours parce que ça tombait bien. On a eu une offre PNR. Et c'est d'ailleurs pourquoi je ne vous ai pas répondu sur l'histoire du PNR. Et donc, voilà, il ne faut pas tomber, vous êtes des chercheurs, il ne faut pas tomber dans l'histoire, ça c'est déjà fait. Non, 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 rien n'est fait. Tout est fait et rien n'est fait. Voilà, tout est fait et rien n'est fait. Le soutien-gorge intelligent, il y en a 4 dans le monde, y compris celui de Besançon. Parce que nous, on travaille avec Besançon, c'est un peu le travail commun avec Besançon. Ils le font à Besançon, en France, en coopération avec la Suisse, et nous, on voulait faire notre DZ, notre soutien-gorge DZ, et pour l'appliquer sur les populations algériennes. Il y a 3 modèles, si on parle pas, si on enlève le modèle de Besançon, il y a 3 modèles. Il y a un modèle américain, il y a un modèle coréen, il y a un modèle mexicain. Mais il n'y a aucune information là-dessus. J'étais très étonné que cet expert fasse cette remarque. Il n'y a aucune information. Même la disposition des capteurs, on la trouve. La disposition est très importante. On a disposé les capteurs sur le soutien-gorge. C'est une étude, c'est une thèse de doctorat. À part, la disposition des capteurs, c'est une thèse qui regroupe entre la physique et l'électronique et un peu la partie thermique, c'est-à-dire la température et tout ça. Donc voilà, là on a fait une simulation. La simulation, ça nous a permis déjà de faire quelques classifications. On arrive à détecter la position avec des températures, des enregistrements de température du sein. On arrive à détecter qu'il y a une tumeur. Ceci, c'est pas, c'est toujours dans les CAD, les computer diagnosis, c'est-à-dire dans les systèmes d'aide au diagnostic. Si on a une réponse à partir de ce système, il faut le complément avec les autres techniques, mammographie, autre chose. D'accord? C'est pas vraiment. Donc, pourquoi, si vous voulez, ce projet tout simplement parce que c'est une nouvelle technologie invasive qui coûte pas cher. Alors, vous connaissez l'Algérie mieux que moi, peut-être, mais culturellement et socialement, il est difficile de détecter un cancer chez une femme algérienne. Parce que déjà, le problème, c'est la femme, on ne fait pas de diagnostic, on fait pas de. Si elle a un problème, elle ne va pas chez le dépistage, on ne le fait pas à temps. Et même si c'est pas trop bien qu'on ne le fait pas, mais même socialement, peut-être Constantine du Grand de Béguy, mais si on sort un petit peu des petites villes, la femme ne va pas chez le médecin, elle ne va jamais permettre de faire une mammographie. Et donc il fait que ce cancer il devient après très dangereux. Ça c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est un projet qui a fait le thème d'une thèse de doctorat qui travaille sur la classification du cancer de la peau. Donc c'est une série, on travaille un petit peu sur le cancer, et donc de diagnostiquer, si vous voulez, ou classer le cancer de la peau. C'est une thèse de doctorat qui a été faite sous ma direction avec le NAGA. Et donc on a fait 2 parties. En fait, ce qui se fait généralement, c'est à partir des images dermoscopiques qu'on essaie de faire la classification. Donc déjà, on a travaillé sur un type un peu rare de lésion, de tumeur, qui est le cancer de Spitz, Spitz-Taylor, la tumeur de Spitz. Ce travail, on l'a fait à l'hôpital de Franche-Comté en France, et donc on s'est posé la question, est-ce qu'à partir, sans utiliser les images dermoscopiques, est-ce qu'on peut faire une classification? Et donc on est parti plutôt des data ou des données cliniques, histologiques, immunohistochimiques. On est parti de ces données, on a essayé de faire une classification et c'est avéré, on a travaillé sur, si je ne me trompe pas, sur 120 patients, une base de données de cet hôpital, avec Christine Canapat. Donc elle nous a donné une base de données de 120%, et donc on a obtenu des résultats très satisfaisants. La deuxième contribution, c'est un travail qu'on a fait dans le même domaine, mais cette fois-ci, c'est pour la classification de 8 types de cancer de la peau toujours, en utilisant bien sûr des images et d'autres types de données, plusieurs types de données. On a mélangé les données pour voir est-ce que les données cliniques et les images font la même chose, à part ou ensemble, avec les méta, ce qu'on appelle les métadata. On a introduit le profil du patient, on a introduit la biologie, on a introduit on a essayé d'obtenir. Donc on a fait un travail super travail.
Et d'ailleurs, il a été publié dans le Famous Journal of Oncology, c'est le deuxième journal dans le monde de l'oncologie. C'est très intéressant. On a devancé le meilleur algorithme de classification de ce type de. Là, on l'a devancé. Le premier prix, on l'a devancé. On n'a pas mal appris. Et donc, les algorithmes, on a composé beaucoup d'algorithmes. On a fait un travail énorme on a composé beaucoup de choses. Et on a pu avoir des résultats dans la classification, des résultats qui sont très intéressants, qui sont malheureusement valorisés ailleurs. Ils ne sont pas valorisés en Algérie, ils sont valorisés ailleurs. Malheureusement, je le dis, et je le redis, malheureusement. Et donc, on a amélioré considérablement les systèmes d'aide au diagnostic dans le domaine du cancer de la peau. Et donc, c'est toujours le même processus que j'avais expliqué. Donc, on les données, on fait l'automatic tumor detection, on détecte, on extrait les données, les données de good data, les données pertinentes, et puis on fait la classification, et puis on valide par le médecin. Donc c'est un Algérien, c'est un médecin qui a travaillé avec nous, il y a une capitale, et puis il y a un médecin privé, c'est un Algérien qui travaille en France, qui a un cabinet. Et puis le travail continue. Il y a pas mal de trucs qu'on est en train de rajouter sur ce projet. Abir maintenant avec ce travail, il est recruté, le travail, les mettre en conflit. Voilà, il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets qu'on est en train de faire en collaboration avec le professeur Mohamed et tout ça. On a fait un petit travail sur la gestion intelligente des admissions avec le Covid. C'est le travail que Ikram Maouch a fait, qui est présent avec nous. On a fait un petit travail sur ça. Il y a des travaux en cours, ce qu'on appelle ongoing projects. Donc, c'est le facteur de risque pour le cancer du sein, la détection précoce. Donc, il y a la détection à partir de la température. Il y a d'autres concepts qu'on est en train de développer. Par exemple, des directions, par exemple, la propagation. Les chirurgiens en France, et ils disent que la meilleure détection du cancer, c'est la propagation. Voilà. Et donc, pourquoi ne pas créer un système intelligent qui aide les femmes à faire la bonne propagation? C'est bien toucher et bien détecter, et ça permet la détection précoce. Et puis, on a fait pas mal d'applications, en fait, ce qu'on appelle l'IHM, d'applications mobiles, web, et tout ça. Voilà, c'est ça les projets. Il y a d'autres projets sur l'ANLP, parce que je vous disais tout à l'heure qu'on le fait avec Besançon, et c'est en fait mon étudiante qui est maintenant chez en Floride, pardon. Elle a fait la thèse de Maria, maintenant elle est en France et elle travaille en Floride maintenant. On travaille sur l'ANLP, le programme d'extraction de connaissances à partir des dossiers médicaux, c'est-à-dire un médecin qui aura un système d'aide, si vous voulez, à l'extraction pour résumer les données médicales. Voilà. Donc on ressort tout, voilà ce qu'on est en train de faire. Il y a des projets qui sont déjà terminés, il y a d'autres qui sont en cours. Et je conclue. Alors je conclue avec 2 points sur la médecine digitalisée. C'est-à-dire que il ne faut pas hésiter à prendre le train. Le train de la médecine digitalisée, ça fait un moment qu'il roule en fait. Il ne va pas s'arrêter. Mais il n'est pas trop loin. Il faut si vous voulez quelque part, à un moment donné, il faut prendre une voiture, une de ces voitures. Il y a beaucoup de voitures, il faut oser prendre une voiture. Moi je le confirme, on n'est pas trop tard. On n'est pas trop tard et on n'est pas loin c'est-à-dire ce qu'on fait maintenant n'est pas loin de ce que se fait ailleurs. Il y a juste un petit problème qui est un petit peu qui aussi relate de l'organisation, de la stratégie, des objectifs, de la collaboration avec les médecins. Je vais laisser ce point à la fin, mais on n'est pas trop en retard. Au contraire. Et les travaux, si vous voulez, là, sur le j'ai exposé, tous ces travaux, ils étaient valorisés ailleurs, en Europe, aux États-Unis. Moi, j'aurais bien aimé et je fais tout maintenant pour que nos travaux soient valorisés en Algérie. Ça, ils n'ont pas besoin de. Oui, quelque part, oui, mais notre pays, nos universités, nos hôpitaux ont besoin plus de nous que d'autres. Et le potentiel est là. On est capable. Donc il suffit de bien travailler, tout simplement.
c'est-à-dire try. Essayer. C'est pas le premier coup, c'est pas le deuxième coup, c'est pas le 20e coup, mais on peut arriver. Donc, le domaine est très vierge, la médecine digitalisée, il y a tout à faire en Algérie, donc il faut foncer, il ne faut pas avoir peur, il faut mesurer les risques tout simplement, il faut travailler sur une stratégie, il faut un grand, c'est-à-dire, j'ai remarqué ici en Algérie, c'est que dans nos recherches, on fait, je ne vais pas dire une bêtise, mais une grosse erreur, on commence de la fin. Toujours on commence dans nos recherches de la fin, c'est-à-dire on propose la solution et puis on va chercher à quoi ça sert cette proposition. Il faut l'inverser, il faut revenir à la normale, chercher les problématiques. Et je ne vous dis pas les problématiques qui existent, il n'y en a que des problématiques. Et c'est dur, c'est pas facile de trouver une problématique. Je vous dis ça parce que il y a des chercheurs ici, donc il faut chercher des problématiques et en accordance avec ces problématiques, proposer des solutions selon un mode d'emploi, selon une stratégie. Et puis à la fin, il faut mesurer. Et l'échec, y compris dans le domaine de la santé, où j'ai eu l'échec. L'échec, c'est pas vraiment, au contraire. On apprend de nos échecs. Aux États-Unis, les échecs se mettent dans le CV. Quand je fais quelque chose, ça ne marche pas, ça se met aux États-Unis, au Canada, dans le CV. Il y a un échelon, c'est un petit peu le CV français. Et donc, c'est ça un petit peu la différence. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut travailler, faire des solutions en micro, en local, et puis petit à petit, on devient moins petit. Voilà. Donc, et puis, juste une statistique très réelle, 87% des startups qui travaillent dans le domaine du médical numérique, c'est Silicon Valley, Silicon Valley, fier de la technologie, pose bilan après une année de travail. Ça veut dire quoi cette semaine? Ça ne veut pas dire quand je fais un projet, ça veut dire que ça va marcher. Non, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ça peut moyennement marcher. Et donc je continue, j'améliore, je change d'angle. Cet angle, le soutien-gorge, ça n'a pas marché avec PNR, on n'a pas laissé tomber. On est en train de travailler avec notre angle. D'accord? Voilà. Donc j'arrive à terme de cette présentation. Merci beaucoup. J'espère que c'était pas très long. Je suis à votre disposition pour alors les questions. Une petite question. Merci. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Je pense que ça va susciter l'intérêt de pas mal d'entre vous. Je pense que ça va passionner tout l'ensemble de l'assistance, autant que moi, il y a quelques années, quand j'ai rencontré toute l'équipe de Biskra, de Besançon et de la Floride. Donc, et je pense qu'on a le bon public ici. Donc, on a la NAPAT, on a l'orthopédie, on a l'endocrinologie, on a la neurochirurgie, on a la médecine interne, le médecin comme spécialité, l'anatomie, donc la modélisation 3D, on a la pharmacie, la radiologie, et comment? Donc on a toutes les spécialités qui sont là. On va vous bouffer de questions. Oui, je ne sais pas. Le problème chez nous, c'est qu'il n'y a pas la concrétisation des projets. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, il y avait une informatique de Constantine, de l'Université de Constantine. Ils ont fait travailler avec les radiologues pour numériser l'interprétation des scanners et des IRM. Donc, ils ont détecté des tumeurs que l'opérateur n'a pas vu. Et ils ont amélioré l'interprétation des images. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas abouti. Donc, on n'a pas vu le jour. Je ne sais pas comment faire pour concrétiser. On est conscient on est en tant que médecin, la plupart sont jeunes, je suis mais ils sont très jeunes, ils sont imprégnés de la digitalisation, de la numérisation. Ils utilisent le web, ils connaissent le cloud, ils connaissent tout, mais ils n'arrivent pas à travailler ensemble et aller jusqu'au bout du projet. Voilà. Problématique algérienne. Oui, alors la médecine digitalisée nous a permis, en tant que radiologue, ça nous a permis d'avancer un petit peu. Je parle pour faire plus simple. Le pack numérique que les sociétés nous proposent, ça nous a permis de suivre la patiente
C'est-à-dire, si la dame elle a fait une mammographie à l'âge de 30 ans, il n'y a rien. Et puis, il y a des systèmes de stockage data. Donc, le système de stockage, ça nous permet, après 5, 6 ans, 10 ans, si elle reprend une deuxième mammographie, ça nous permet de faire ressortir son ancien dossier, de voir qu'elle n'en est rien, ou elle a fait quelque chose de bénin, et l'évolution est marquée par peut-être la régénération ou l'apparition d'une tumeur. Et là, ça permet non seulement d'avoir un dossier très consistant pour la malade, et de surtout décider de pouvoir faire une biopsie ou la pour la chirurgie ou autre chose. Et là, on aimerait bien que ça soit aussi pour le même système. Le système soit pour, par exemple, l'IRM, le système de stockage, c'est-à-dire pour des années, pas pour suivre le patient, surtout en oncologie. On reçoit beaucoup de malades du service d'oncologie, et là, ils ont besoin de suivre leur pathologie après 3 mois, 6 mois, selon le système de contrôle. Donc, ça nous permet de suivre le patient parce qu'il y a des tumeurs qui prennent pour 10 ans, pour 15 ans, d'accord. Il y a des tumeurs pour une année, pour 6 mois. Donc, la médecine digitalisée, pour nous, c'est un pas vers l'avant, gagner le temps, surtout, et aider le malade, la rapidité du diagnostic, et surtout si on détecte lors du suivi du malade, détecter quelque chose qui n'est pas, qui n'arrive plus, ou qui réapparition d'une récidive, donc prendre la prise en charge rapide du malade. Je vous remercie pour votre excellente présentation. Réellement, ça nous booste vers l'avant. Hein. Oui, je vous permets, c'est moi qu'il faut remercier. C'est le problème d'archivage des données. Donc ça rentre dans la première étape, c'est d'archiver, de mémoriser, d'archiver des données. Et puis juste sur le projet de la classification du cancer de la peau, l'une des motivations, pourquoi? Parce qu'il y avait une réelle motivation à laquelle c'est le problème des biopsies. En France, les biopsies se font aux États-Unis. Et ça coûte cher. Et c'est une boîte noire. On envoie le truc, et on voit le résultat, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, ils essaient de surplacer ça. Donc, à la fois, c'est un problème médical et un problème aussi financier. Et lui aussi, envoyer aux États-Unis, elle coûte, je ne sais pas, 3 000 euros. Voilà, 3 000 euros. Et donc, c'était une des motivations. Et donc, les CAT, ça permet aussi d'éviter ce. On peut ne pas arriver, déjà avec ces précautions, et ne pas arriver à l'étape du biopsie. Ça vous aide, je vous réponds à votre question. Qu'est-ce qu'il vous a dit tout à l'heure par rapport à la silicone? 87% des projets peuvent ne pas partir pour une raison pour une autre. Donc là, on est en Algérie. Donc pour le projet là, c'est très ambitieux. Pour une raison X, ça a bloqué. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut aller plus loin, il faut relancer par tel ou tel projet. Il vous a parlé du PNR l'année passée, son projet ambitieux. C'est le 4e en monde. Quatrième au monde, et puis un expert algérien nous dit que ça existe déjà, alors qu'il n'y a que 3 prototypes en monde. Donc voilà, il faut baisser les bras, et puis il a trouvé d'autres ressources, il va continuer à faire le travail ailleurs. L'aboutissement. L'aboutissement. On aura de se dire, quand je pense que c'est ça le problème. Il n'est pas communiqué, il n'est pas publié, donc on est le premier, mais à la fin, on n'a pas de soutien. Il va publier, il va avoir le brevet, il va tout faire et on sera avec lui pour démocratiser le soutien-gorge qui va détecter le cancer de tout ça. On va aller plus loin. On ne peut pas perdre l'espoir professionnalisé. Oui. C'est très intéressant ce que vous dites, le problème de l'aboutissement. C'est un problème multidimensionnel. Ce n'est pas que le problème de nous, de votre. Il est multidimensionnel. Est-ce que nous, moi je me pose la question avec la petite expérience, est-ce qu'on a la culture de livrable? Est-ce qu'on peut livrer un système? On fait de la recherche, on fait beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on a la culture de livrable? Est-ce qu'on a l'écosystème de livrer quelque chose? Et oui, il y a un peu la stratégie de recherche, de financement, tout ça, mais il y a aussi. En fait, c'est une culture, c'est un apprentissage à faire. Il
pour délivrer, il faut faire dresser mon projet. Alors, je ne sais pas, il y a combien de doctorants ici, je peux poser la question. Mais même nous, est-ce qu'on connaît la gestion des projets? C'est qui une gestion de projet? À 99%, non. Moi, personnellement, j'ai appris dernièrement. Avant, je ne connaissais pas la gestion de projet. Et pour passer d'une idée à un livrable, là, vraiment, il faut maîtriser un petit peu aussi, avec la partie scientifique, vous savez, on utilise la partie gestion de projet. Voilà. Merci. Oui, très pertinent ce que vous venez de dire. La gestion des projets, là, on n'est pas du tout formé. Pas du tout. Je rajouterais qu'il y a parmi nous aussi des chirurgiens cardiovasculaires, nos deux collègues, le niveau, mais on a la présidente du bureau de la propriété intellectuelle qui veut intervenir. Le micro, est-ce qu'il y a un micro quelque chose? Ah oui, désolé, professeur, désolé. Alors oui, je suis professeur externe. Je travaille aussi à l'UNIVERSITY. Je suis la responsable de l'unité de sénologie. Donc, je suis à la BAC. Et donc, 80% des tumeurs du sein passent par moi. Alors, par rapport à cette loge qui, je n'en ai jamais entendu parler. Donc, c'est quelque chose de très audacieux. Mais en tant qu'anapath, je voudrais exprimer mon scepticisme à propos de ça, étant donné que, par exemple, on a constaté entre corrélation déjà mammographie anapath, il y a des discordances. C'est-à-dire qu'on a des ACR3 qui, en fait, sont des carcinomes et des ACR5 qui, en fait, sont des dystrophies. Donc, alors, par rapport à ça, déjà, donc, le cancer du sein ne peut être posé on ne pose le diagnostic que par l'anapath. Ça, c'est connu. Tout le reste, c'est des suspicions. C'est des dépistages, c'est des moyens de oui, c'est des suspicions. Donc, voilà. Donc, premier point. Et deuxième chose, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand vous faites un projet comme ça, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous pensez déjà à sa généralisation, c'est-à-dire comment, dans notre société algérienne où on est sceptique, comme vous l'avez dit, c'est le cancer du sein est un cancer tabou, c'est un cancer tabou, c'est une zone tabou, et donc déjà le dépistage normal ne se fait pas. Comment pensez-vous que ce critère gauche va être concrétisé? Oui. Donc, je commence par la première question. En fait, ce projet, on le fait avec l'équipe, avec les oncologues et des gynécologues. Le problème des anapathes, oui, même les anapathes de France, ils disent la même chose. C'est des anapathes. Et donc, je partage tout à fait ce que vous dites. Pour la deuxième question, sur la faisabilité, c'est ça du. Alors, ce projet il est en train de se faire, on a commencé à être indépendant, et il se fait avec des agences. Il y a une équipe de philosophes de sciences humaines et sociales qui travaillent avec lui. Donc il y a un accompagnement, c'est vrai, il y a cette dimension, il y a ce problème, et donc il faut se faire avec un accompagnement social, humain, et comment. Alors l'idée avec le professeur Nadassi à l'hôpital CHU d'Alger, comme elle est chef de service gynécologique, elle va exploiter, parce qu'apparemment culturellement, le premier médecin que la femme algérienne consulte, c'est le gynécologue. Et donc elle a exploité ça pour essayer de tester ce. Donc elle a déjà commencé à parler avec ses patients. On a l'accord de 152 patientes qui accepteraient de faire le test avec ce. Après, on verra bien. Alors, les enregistrements qu'on va faire, il y a deux. Là, on va rentrer dans les détails. On peut discuter après, sur les détails, si vous voulez, et vous êtes la bienvenue. Il n'y a aucun problème, on peut discuter, il y a beaucoup de détails, les détails du projet. Il y a tous ces détails en fait. Non, mais là, je peux vous donner des indications, il n'y a pas de problème. Je peux donner des indications et
Moi, je suis spécialiste en agriculture de précision et pour soulever un peu le problème, la solution des aliments, c'est-à-dire utiliser les aliments pour des traitements. Est-ce qu'il y a des projets sur le terrain? Merci. Merci pour la contribution. Oui, je vais me permettre de répondre, c'est pour se remettre à ici. Ça relève des médecins. Oui. Il faut répondre au que moi. Oui, justement, il y a tout un volet, la nutrithérapie. Donc c'est traité par le nutriment. Donc ça existe, c'est une spécialité à part entière. Effectivement, ça existe. Oui. Elle n'est pas très développée en Algérie, mais un peu partout, on peut trouver des spécialistes, des écoles qui enseignent la nutrithérapie. Bon, le débat est très enrichissant. Yassine. Yassine, troisième. Je vous remercie de cette excellente présentation et très encourageante. Je pense que c'est très poussant pour les jeunes. J'ai juste une petite remarque et suivi cette question. Enfin, deux remarques. La première remarque, c'est qu'en tant que clinicienne et chirurgien, la matière en termes de pathologie et de patients, elle est là, elle existe. On a de quoi faire 36 000 projets. Mais comment et par qui, c'est là le problème organisationnel. Ce qui va pousser au deuxième point, il y a peut-être des problèmes de communication et dans ce débat. La deuxième remarque, c'est le dossier numérique. Je pense qu'en matière de santé, on ne peut rien, on ne peut plus avancer sans des dossiers numériques. Et c'est là où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nul n'est prophète en son pays. Moi, quand j'ai commencé ma spécialité, le professeur Guillaume Mardiakmo avait numérisé le service. On avait un service avec un dossier numérisé qui n'existe plus parce qu'il n'y a pas eu de suivi, il y a eu, la structure n'a pas suivi et donc ça n'a pas abouti, ça ne s'est pas généralisé. Et c'est là où je vous pose la question, à l'étape actuelle, comment vous voyez en tant qu'informaticien? Parce qu'il y a des tentatives de numérisation au niveau de certains CHU, mais il n'y a pas, ça ne vient pas d'en haut. Et je pense pour ma part, que s'il n'y a pas la tutelle, n'oblige pas à avoir un dossier numérisé en concordance avec la FNAS, je pense qu'on ne pourra pas vous faire, et on n'aura jamais de big data. Alors comment vous voyez-vous les choses? Merci pour votre question. Oui, en fait, le problème de mobilisation, de digitalisation, en grosso modo, dans tous les domaines, mais surtout le domaine médical, il faut qu'il entre dans le cadre d'une stratégie. Et une stratégie, ça veut dire qu'il faut partir d'un état des lieux réel et avoir des objectifs à court terme, moyen terme, à long terme, et faire une stratégie pour atteindre ces objectifs. Alors, comment je vois en Algérie? Dans la numérisation, il y a deux stratégies. Il y a ce qu'on appelle le top-down, c'est comme vous venez de signer, c'est de commencer de haut et descendre jusqu'à là. Il y a le bottom-up, il y a de commencer. Sauf qu'on peut, après, quelle est la stratégie, la meilleure stratégie? Il faut se concerter, il faut travailler. Il faut tout un travail de concertation, d'analyse qui permet de déterminer la digitalisation de la santé en Algérie. Ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que c'est un processus très complexe. On peut numériser un petit service, on peut numériser un cabinet médical, mais ici, numériser tout le système de santé, ça c'est vraiment c'est un projet colossal et qui nécessite tous les acteurs. Le gouvernement, les médecins, les informaticiens, et ça rentre dans une stratégie que je pense à long terme. Et on est là. Aux États-Unis, en France, il y a toujours le problème des fichiers. Il ne faut pas penser qu'en France, par exemple, que non.
Il y a des tentatives comme ça, sauf, comme on vient de citer, nous on travaille déjà en solo. Déjà le contact, moi je parle de mon expérience avec le médecin, déjà le contact avec le médecin, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, je reproche rien au médecin. Le médecin, il n'a pas de temps, il n'a pas les moyens. Je ne sais pas, il y a un bon travail qui doit se faire au niveau des problématiques. Avant d'aller aux solutions, il faut vraiment. Est-ce que c'est opportun, l'analyse? Est-ce que c'est vraiment la priorité? Est-ce que la priorité, moi j'ai un doctorant qui, enfin j'ai pas encadré un doctorant, il a fait la thèse à Montréal, au Canada, il travaille sur la scoliose, c'est ça? La déformation de. Ils ont fait un travail impeccable, mais ça marche au Canada, ça ne marche pas ici. Ils ont fait un système 3D virtuel qui permet d'effectuer l'opération avant de la réaliser physiquement. Et donc, voir les conséquences. Et généralement chez les femmes. Le problème scoliose, toujours il y a des conséquences inattendues, c'est d'autres déformations qui apparaissent sur le corps. Donc, il a fait deux choses. Il a la première fois, c'est la création de ce environnement virtuel, avec ce qu'on appelle la réalité augmentée. Il y a aussi, ils ont travaillé sur la prédiction de l'opération, c'est-à-dire prédire les résultats de cette opération. Mais avec des moyens colossaux. Ce qu'on a essayé au moins de le faire, de l'exposer aux médecins. Et donc, le problème de l'immunisation, ce n'est pas un problème simple. Mais il faut monter dans le train. Il faut qu'on commence à poser des questions maintenant. Pour peut-être, dans 5 ans, 10 ans, on peut arriver à du concret. Merci pour votre réponse. J'interagis par rapport à ce projet sur la scoliose, ce que vous avez fixé comme simulation et tout, il faut savoir qu'au niveau de la faculté de médecine ici à Constantine, il y a un ensemble de simulations. Donc on peut collaborer. Et le modèle de simulation que vous avez mis, on peut l'intégrer peut-être dans les moyens qu'on a. Donc il y a une possibilité d'aller plus loin. Et puis, le professeur Julius, vous pouvez commencer un petit peu, vous avez un service. Donc c'est possible d'essayer de l'utiliser. Alors, je suis désolée, on va passer à la prochaine. Je sais que le débat est très enrichissant, je sais que tout le monde veut intervenir, mais on est obligé de passer à la deuxième équipe. On remercie vivement le professeur Teresa pour son excellente intervention. Ça va susciter énormément de projets, j'imagine, avec vous, avec l'équipe de l'ISRA. Et on passe à l'équipe de Constantine, que les Constantinois eux-mêmes ne connaissent pas, et le professeur Teresa va avoir le plaisir de nous présenter les travaux qu'ils sont en train de faire au niveau de la faculté de médecine. Je la présente. Donc, elle est professeure à la faculté de médecine, mais elle est plutôt spécialisée en mathématiques. Voilà, tout à fait. Ses intérêts de recherche comprennent les statistiques spatiales, les modélisations non-linéaires, l'analyse de données, le traitement du signal et des images, donc ça intéresserait les radiologues, l'apprentissage statistique et l'intelligence artificielle. Donc voilà, elle va présenter avec Dr. Bruce Ned, qui est aussi maître de conférence à la faculté de médecine à l'Université de Constantine et qui a suivi ses études de graduation à l'Université de Constantine, l'ANU, s'intéresse à l'intelligence computationnelle, l'optimisation, traitement d'image, machine learning, le deep learning, et il est NCA, maître de conférence au niveau de la faculté de médecine. Donc, il va vous présenter la prochaine présentation. Voilà, à vous la parole, professeur Terfouchi. Juste la présentation de Zeina Nasseri, donc elle l'a envoyée et ça va intéresser les anatomopathologistes. Elle va vous montrer, donc je vais la présenter parce que je connais le travail qu'elle est en train de faire à Besançon. Donc après la présentation du professeur Terfouchi, je vais la présenter moi-même à défaut d'un problème technique qu'on a eu et que je vous ai expliqué ce matin. Alors la parole du professeur Terfouchi, désolé pour l'interruption.
première semaine de la recherche scientifique de l'Université Constantine III par un travail sur un sujet très tendance et d'actualité intitulé L'apprentissage statistique et l'intelligence artificielle, une révolution technologique au service de la santé. Voilà, je vais intervenir avec mon collègue, notre brillant et jeune informaticien, Dr. Bousnen. Ça va un peu rejoindre l'intervention de notre collègue Jessica. C'est à peu près la même chose, mais d'un point de vue différent. Donc là, ça va être le statisticien qui parle. Beaucoup plus. Donc, le plan, notre présentation comporte 3 parties. Dans la première partie, nous espérons contribuer à une compréhension simple et accessible à une large audience du rôle de l'intelligence artificielle en analyse des données, notamment pour le cas de données médicales. Dans la deuxième partie, le Dr. Bousnen va discuter avec vous la question quand l'intelligence artificielle remplace la médecine. Et on terminera par présenter un nouveau labo qu'on a créé intitulé Laboratoire de biostatistique, bioinformatique et méthodologie appliquée aux sciences de la santé. Donc, ces derniers temps, le secteur de la santé a un besoin criant d'outils d'analyse puissants. Dans ce contexte, l'analyse de données par l'apprentissage statistique et l'intelligence artificielle est une solution prometteuse et incontournable pour résoudre le problème le plus complexe de ce secteur. Le terme analyse de données désigne la pratique consistant à explorer de grandes quantités de données afin d'en tirer des informations nécessaires et des enseignements essentiels. Nous pouvons distinguer 3 groupes de méthodes, donc les méthodes classiques, qui sont les techniques statistiques exploratoires que tout le monde connaît, et les méthodes statistiques inférentielles, à savoir les tests par régression, l'analyse de variance, etc. Il y a des méthodes récentes, des méthodes neuronales, qui sont intervenues dans l'analyse des données, qui sont parues depuis les années 80. Ce sont des méthodes inspirées d'une inspiration biologique et qui ont rapidement connu un certain succès, en particulier à cause de leur caractère de boîte noire d'outils applicables. Donc, d'abord, nous allons présenter un organigramme regroupant les différentes situations susceptibles d'être rencontrées en santé et les analyses statistiques classiques correspondantes. Donc, un professionnel qui mène une expérience ou s'intéresse à un certain phénomène dans une population, donc il a un certain nombre de propriétés ou de variables à étudier. Il va se demander, dans le groupe de variables qu'il est en train d'étudier, est-ce qu'il y a un groupe de variables à expliquer ou un groupe de variables explicatives. Selon les réponses, il va utiliser soit les méthodes descriptives, soit les méthodes explicatives. Donc, s'il n'y a pas de variables à expliquer ou explicatives, donc on a juste des variables, des propriétés auxquelles on s'intéresse, donc là, nous aurons un certain nombre de questionnements qui vont venir pour déterminer la méthode appropriée pour faire l'analyse de données. Donc, on va se demander par la suite, est-ce que, étant donné que la variable à expliquer, non, on n'a pas de variable explicative à expliquer, on va se demander, est-ce que les variables sont mesurables ou non? Donc, est-ce qu'on a des variables quantitatives ou qualitatives? Donc, selon la réponse, nous allons utiliser soit une ACP, des matrices de corrélation, soit une analyse de similarité pour arriver à une fin qui est une typologie des variables. Donc, une typologie des variables pour des individus. Si plutôt on utilise les méthodes explicatives, donc c'est des méthodes prédictives,
Donc, on va utiliser soit une analyse canonique, soit une régression linéaire, une ANOVA, une régression logistique ou une analyse discriminante. Nous passons maintenant aux méthodes neuronales. Donc, les méthodes neuronales constituent une alternative à certaines méthodes d'analyse classiques. Elles proviennent de travaux pluridisciplinaires où se sont retrouvés des biologistes, des physiciens, des informaticiens, des cliniciens du signal et plus récemment des mathématiciens. Cependant, tous ces chercheurs ont été stoppés dans leur élan innovant par des problèmes que les statisticiens ont toujours connus. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus se contenter de considérer des pratiques largement heuristiques pour développer leur méthode. Donc, ils se sont tournés vers la statistique où Vladimir Pavlik a été l'un des premiers au début des années 80 à introduire le raisonnement et la logique de la statistique dans les réseaux de neurones. Par la suite, les RNA et les statistiques ont connu un rapprochement spectaculaire au point où la littérature est restée confuse quant à savoir si les RNA ne seraient pas simplement une catégorie particulière de modèles statistiques. L'une des principales tâches des RNA est l'apprentissage à partir des données. Cette tâche est effectuée à peu près de la même manière que l'estimation de nombreux modèles statistiques. Et là, on voit l'émergence de la théorie de l'apprentissage statistique. Le but de l'apprentissage statistique est de combiner l'apprentissage automatique, qui est les réseaux de neurones artificiels, et les méthodes d'estimation statistique afin de modéliser une distribution de probabilités de manière de plus en plus algorithmique. Donc, afin de mieux comprendre les frontières entre la statistique et la neuroscience, nous donnons à cette étape quelques définitions de l'intelligence artificielle et quelques définitions de certaines expressions qu'on retrouve dans ce domaine et qui ont été déjà définies par mon collègue. Donc, il y a d'abord l'apprentissage automatique, machine learning. Donc, c'est un processus qui permet à un système d'apprendre à partir des données et non à l'aide d'une programmation explicite. Nous avons aussi l'apprentissage statistique, statistical learning, qui consiste à combiner un apprentissage automatique et les domaines de la statistique et de l'analyse fonctionnelle. Nous arrivons enfin à l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est assez difficile de la définir. On retrouve plusieurs définitions dans la littérature parce que c'est quoi être intelligent? Est-ce savoir raisonner, avoir une bonne mémoire, savoir déduire, etc. Donc, c'est difficile de définir l'intelligence. Donc, l'intelligence artificielle, par exemple, Winston a défini combien d'études des idées qui permettent aux ordinateurs d'être intelligents. Donc, Marc Desmond l'a défini combien d'études des facultés mentales à l'aide de modèles de type calculatoire. Et Feigenbaum l'a défini comme une méthodologie qui doit permettre de rendre les ordinateurs plus intelligents de façon à ce qu'ils montrent les caractéristiques normalement associées à l'intelligence dans les comportements humains. Donc, nous comprenons à partir de toutes ces définitions que l'objectif de l'intelligence artificielle est d'apprendre aux machines à penser et à raisonner. Maintenant, la question majeure qu'on se pose est comment bénéficie l'apprentissage statistique et l'intelligence artificielle au secteur de la santé. Nous allons dans la suite donner quelques éléments
les outils d'aide à la décision apportés par l'intelligence artificielle aident les prestataires de soins à prendre des décisions concernant les traitements des médicaments, la santé mentale. Il les aide aussi à accéder rapidement à des informations, à des recherches pertinentes pour leurs patients. Il y a aussi l'analyse d'imagerie. Donc là, en imagerie médicale, il y a beaucoup de problèmes qui entravent la bonne lecture et l'interprétation des images, conduisant à des diagnostics erronés et des erreurs médicales graves. Les imageries médicales sont donc considérées, grâce à l'apprentissage statistique, comme des processus aléatoires à 2 dimensions, qui sont des modèles statistiques. Et les techniques d'apprentissage statistique et d'intelligence artificielle sont utilisées dans ce domaine pour améliorer ces données d'imagerie médicale par filtrage, classification, détection d'anomalies et des bruitages, grâce à un bon apprentissage menant à une aide au diagnostic. Il y a aussi la chirurgie appliquée à la chirurgie assistée par ordinateur. Donc là, l'intelligence artificielle peut proposer aux patients l'intervention qui lui soit la plus adaptée, avec un geste le plus précis, le plus efficace et le moins invasif possible. Des études récentes ont prouvé que l'utilisation de ces outils dans les services de santé pourrait conduire à une amélioration de 30% de la performance. Bon, une dernière catégorie d'application, ça c'est juste des exemples d'application, c'est la prévention en population générale, donc l'anticipation d'une épidémie et la pharmacologie. Donc, des analyses menées sur les données multidimensionnelles récoltées à long terme sur de larges cohortes de population permettront d'identifier des facteurs de risque pour certaines maladies comme le cancer, le diabète ou les maladies neurodégénératives. Elles permettront aussi d'autoriser des réactions rapides en cas de réaction indésirable aux médicaments et de réfléchir sur de nouveaux modèles économiques et sociaux de parcours de soins. Maintenant, quelques avantages de l'apprentissage statistique de l'intelligence artificielle en santé. Donc, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les lieux de travail cliniciens apporte beaucoup d'avantages, parmi eux la réduction des coûts et des diagnostics plus rapides. Donc, il y a la réduction des coûts et le diagnostic plus rapide et plus précis. Il y a la santé plus personnelle. Il y a aussi plus de collaboration et renforcement de l'engagement des médecins et des patients. Enfin, les applications de l'intelligence artificielle dans la prestation des soins comportent différents problèmes éthiques qui doivent être évalués et gérés, comme l'a bien développé mon collègue. Donc, en voici quelques-uns. Donc, il y a la fiabilité et la sécurité. Donc, il faut évaluer la fiabilité des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent commettre des erreurs lorsqu'il s'agit de soutenir le médecin dans le diagnostic et le choix d'une thérapie. Donc, il y a le problème aussi de l'autonomie du patient. Donc, certaines applications en intelligence artificielle, telles que les applications mobiles de santé et les objets connectés, peuvent favoriser l'autonomie des patients ou le maintien à domicile de personnes vulnérables ou une automédication, etc. Il y a le problème de la relation patient-médecin, donc le recours à l'intelligence artificielle peut réduire l'écoute humaine et l'empathie. Donc, aussi l'attribution de la responsabilité, qui sera responsable en cas de défaillance des systèmes d'intelligence artificielle, puisqu'il y a plusieurs intervenants, il y a le médecin, il y a
il y a beaucoup d'acteurs, donc qui sera responsable des erreurs commises. Et il y a l'accès et la protection des données. Donc il faut trouver un équilibre entre un accès qui permet d'une part l'exploitation des données au bénéfice de la santé de la population et d'autre part la protection des données et le respect de la vie privée. Donc à la fin, nous terminons avec une réflexion tout à fait légitime. Les systèmes d'intelligence artificielle seront-ils amenés à remplacer le médecin un jour? Il y a eu une étude menée par des Chinois qui ont essayé de tester cette hypothèse, donc remplacer les médecins par une machine. Donc une compétition entre un système d'intelligence artificielle et les médecins a été récemment menée en Chine. Cette expérience, dont l'objectif était de diagnostiquer les tumeurs cérébrales, a montré une nette supériorité de l'intelligence artificielle sur des humains. Donc quand l'intelligence artificielle mettait 15 minutes seulement pour établir 225 diagnostics, ils se sont révélés juste dans 87% des cas. Il fallait 30 minutes au médecin pour obtenir des résultats avec un taux de précision de 66%. Mais je rassure mes collègues médecins que ces nouvelles technologies apportent certes l'espoir d'une meilleure prise en charge des maladies, de la perspective de guérison plus nombreuse pour les patients, mais le robot intelligent n'est pas pour l'instant encore un fantasme. Le rôle du médecin reste central et la décision finale lui appartient. Les contours du docteur personnel pour essayer d'illustrer tout ça par une expérience, une étude tout à fait humaine sur l'intelligence artificielle en santé. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نحاول ان شاء الله في عجاله انه نعطي بعض السبل البحثيه في مجال الطبي وفي مجال الرعايه الطبيه. اذا راح نبدا من وين يعني كان الاستاذ يشرح من قبل حول الذكاء الصناعي، يعني اتصل علينا امور كثيره، لكن فقط يجب التنويه الى علم البيانات والى البيانات. البيانات كان مشكل كبير، يعني في الخمسينات خليني نقول مع تورينغ كانت يعني ايماجيناسيون وايضا فلسفه انه كيف نستطيع الوصول الى يعني تعلم عميق او الى محاكاه عقل الانسان او محاكاه ذكاء الانسان. البيانات تلك الفتره ما كانش يعني امكانيه انه نعملها سيف او مش موجود امكانيات كبيره، لكن الان مع وجود الكلاودز يعني كثير يعني تطورت الامور، صارت البيانات سهله انه نعملها كوليكشن. المشكل انه تبقى السياسه وتبقى الوعي خاصه عند الاطباء هنا في الجزائر خاصه على الشيء انه ما فيش وعي بالنسبه للبيانات. انا نشوف خاصه مع الطلبه سنه اولى يعني لما تكون تحكي معهم يعني مش عارف حتى يعني الاهميه تاع الكمبيوتر ساينس او علم الحاسب. عند الاطباء هم ايضا كاين مشكل ايضا في بالنسبه للبيانات والوصول اليها والصعوبه في الوصول اليها. البيانات راح تخلي يعني ممكن نستخدمها في عده مجالات، ومهما كانت البيانات هذه تستطيع يعني استخدامها في عمليه اتخاذ القرار وفي تحسينات كثيره. اذا الاشياء مترابطه مع بعض. الطفره هذه اللي وصلنا لها يعني اوصلها علم الحاسب كانت عن طريق تمثيل او عن طريق محاوله عمل محاكاه للخليه العصبيه عند الانسان، والتي يعني تجلت في الشبكه العصبيه البسيطه، وهي يدخل يعني في نطاق تعلم الالم. لكن الامور ما توقفتش هنا. الديب ليرنينغ اعطى يعني خاصه مع وجود البيانات اعطى دفعه كبيره جدا جدا، وصارت المحاكاه يعني مجسده بصورتها الكليه. الديب ليرنينغ مقارنه بالماشين ليرنينغ كما قالوا في المنحنى نهي من البيانات، لهذا صارت يعني خليني نقول سرقه البيانات صارت السياسه الان. حتى الان لو تقوم بتصوير اي شيء وترسل صديق راح تلاحظ بعض اللحظه اعلانات في كل مكان، لان البيانات يعني مصدر مهم
لتطوير برامج. الان بالنسبه للمجال الطبي وهذا الشيء اللي يهمنا، كل هذه الاشياء والاشياء اللي تكلم عليها الاستاذ الفاضل مع يعني بقيه التخصصات في الفيزياء في الاحصاء الى اخره، تم الان يعني تطوير مجال جديد ومجال بحثي وتطوير، يعني حتى في كليه الطب العالميه في جامعات كثيره اسمه الكمبيوتيشنال ميديسين او الطب الحوسبي. الطب الحوسبي هذا الهدف منه هو يعني اعطاء تشخيص او تحسين تشخيص الامراض، وايضا المساعده ايضا على تحسين المعالجه من الامراض. ايضا يعني عنده اهداف كثيره زي ما تشوفوا هنا، يعني advanced health care by developing computational model of disease, personalized disease model using data from patient. So applying this model to improve the diagnostic and judgment of disease, predict disease progression, design optimal treatments الى اخره. بون هذاك المجال الان ما بقاش طب يعني في مجال القديم، الان صار في تطور كبير. هذا المجال كمبيوتيشنال ميديسين او الطب الحوسبي ايضا تفرع عده فروع اخرى، كمبيوتيشنال فيزيولوجيكال ميديسين، لست كبير يعني في كل مجال، لكن باعطاء نظره بسيطه مثلا في كمبيوتيشنال فيزيولوجيكال ميديسين هنا يدوروا نماذج الامراض ويحاولوا يعرفوا بالجزيئات موليكولر اند اورجانز ويعرفوا العلاقه بيناتها، يتم تطبيقه على امراض زي السرطان، السكري، امراض القلب الى اخره. كمبيوتيشنال نيورو ساينس، في الكمبيوتيشنال نيورو ساينس يستعملوا محاكاه الحاسوب. هنا الهدف هو فهم نيرفس سيستم، يحاولوا يعرفوا يعني التطور فيه والبنيه فيه الى اخره. في الاناتومي هنا الصور يعني صارت الاشياء الان متوفره، الصوره الان ما بقاتش حتى ثلاثيه الابعاد بل اكثر من هذا الشيء. الان يدرسوا التغيرات وين في الشكل، ومثلا لو ناخذ في الدماغ مثلا بالشيء والكونكتيفيتي تكون مثلا لما تكون امراض عصبيه وامراض نفسيه يحاولوا يفهموا التغيرات، يعني حتى يفهموا امراض اكثر. مثلا في شيء والحركه الموشن في القلب حتى يعرفوا ايضا الامراض. نفس الشيء ايضا بالنسبه ل يعني امراض الاورام السرطانيه، الاشياء هذه كلها تتم على الكمبيوتيشن اناتومي. هذا يعني كمجال تكويني وايضا يعني مجالات بحثيه. يا ريت نشوف الجامعات تاعنا خاصه في مجال الطب انها عندها حماس نحو البحث وتكون مرتبطه شوي مع يعني ما قاعد يحدث في الجامعات الاخرى. في الموليكولر ميديسين هنا البيانات صارت ضخمه جدا جدا متوفره. البيانات هنا ممكن لو نروح لمستشفى الجامعه نطلب بيانات راح تصير مساءله ولماذا وكيف تاخذ شعري، لكن البيانات الان صارت بنوك من البيانات خاصه في الموليكولر ميديسين موجوده وممكن استخدامها يعني بقوه لتطوير وفهم الامراض. الكمبيوتيشنال هيلث كير زي ما يشوفوا مع كورونا هذا مجال متخصص انه يعني يعمل نماذج الامراض المعديه وفهمها وايضا عمل توعيه للناس والحفاظ على صحه الافراد والسكان. انا راح ننطلق من النقطه هذه تاع الكمبيوتيشنال هيلث كير حتى نوريكم شيء يعني تفهموا يعني اهميه جمع البيانات وناخذوا من مكان بسيط جدا. الفيسبوك 27 مليون جزائري يستخدم الانترنت، 27 مليون جزائري يستخدم الفيسبوك. الفيسبوك هذا الشيء اللي لاحظنا فيه انه الناس صارت تشارك معلوماتها الصحيه على الفيسبوك، يعني واحد عنده مرض عنده خاصه صور الصور يطلب استفسارات يطلب نصائح يطلب الشيء الخطير انه احيانا يدخلوا الاطباء لما يشوف طبيب يقول له لا روح شوف طبيب، يعني ما يعطي حتى نصيحه ما يعطي ولا شيء. ولكن لو طاح الفوق كما الفوق كاش خلي السؤال خاوتي كذا واحد يقول له الشروط هذه يعني بدون اخذ بعين الاعتبار المشاكل الفرديه وهذه الحلول اللي ممكن تعطيها انت لهذا الانسان. الان معليش نشوفوا من جانب ايجابي، هل ممكن نستخدم البيانات هذه الموجوده على الفيسبوك يعني لنا احنا يعني في دوله الجزائر؟ نعم نشوفوا. اذا الفكره انه مثلا واحد مريض عنده اعراض يروح مباشره للفيسبوك، صار يعني اقرب الناس اقرب بين الام والاب هو الهاتف. الان الفكره انه احنا ديفلوب مونيتورينج سيستم، احنا نعتمد بالانفلونزا لايك يعني الامراض
حالات شبيهه بالانفلونزا يعني ما شابه كله يعني فيها كوفيد فيها كل شيء. حيث هذا النظام ياخذ من وين؟ البيانات من الفيسبوك، دونك موجود كثير تقنيات راح نشوفها، حيث راح نشوف تطورات يعني الناس اللي يقول انني مريض راح يعني يوصل في الهاتف قبل ما يذهب الى المستشفى. شوف الان بي لازم هذا الان احنا قلنا بالبرنامج خلاص هذا خلصنا منه. الان بي كما شفت الاستاذ بشار يعني سهلت عليه الامور. شكرا الاستاذ. هو يعني كان من علم اللغويات بدا، وايضا مع كمبيوتر ساينس، وايضا مع يعني انظمه اخرى، حيث الهدف منه انه الماشي تصير عندها احساس بالشخص، تفهم عليه لما تكتب، تفهم عليه لما تتكلم، يعني موجود سنتيمنت اناليزيس، يعني موجود او تصير هي تحس بك انه لما تقول لها انا مريض تحس بك انها حاجه نيجاتيف يعني مش اي شيء. اذا باستخدام التقنيات هذه قمنا باستخدام ايضا الويب سكرايبنج، تجديد البيانات. انا الان ما نظهرش لا جوجل ولا فيسبوك ولا واحد ولا شيء، يعني ما نطلبش الدين حتى نجيب البيانات. باستخدام تقنيه الويب سكرايبنج نستطيع جلب البيانات بدون استخدام. علاش؟ لانه البيانات راهي بابليك، ومع احترام طبيعه اخلاقيات البحث العلمي انه يعني الاشياء الصحيه المعترفه بالناس ما نقومش بفرق الناس او اسمائهم الى اخره. قمنا ب يعني تجميع البيانات حوالي 22,000 مشاهده. قاموا مجموعه من الاطباء والصيادله المسلمين مساعدتنا في هذا الامر، حيث كل نص طبي يعني واحد يقول انا مريض بالحاجه الفلانيه، قمنا الى بتصنيفها لاربع اشياء. بوزيتيف، هذا الانسان يقول انا عندي سؤال عندي تعس الى اخره، يعني في شيء من الانفلونزا. نيجاتيف ريليتد، واحد يحكي عن الانفلونزا لكن مش مريض بها. سيسبكت، شكينا في امره. ريليتد، واحد يحكي على اي مرض اخر او يحكي يعني في اي شيء اخر. اذا هذه هنا دور الاطباء هنا يساعدنا بزاف او كثير في يعني في الديتا انوتيشن او الليبلينج. هذه لازم يكون مايننج، يعني 22,000 او راح تكون مليون او اكثر. لازم هنا سكن في الجهود هنا حتى كل مره نعرف المرض هو نعم. اذا لما جمعنا في راسنا وقمنا الان بمقارنه البيانات المجمعه، البيانات اللي قلنا عليها انها بوزيتيف، لاحظوا لما قارناها مع حالات الكورونا وجدنا تجانس جد كبير. يعني البيانات كانت مفيده، يعني لو كان في استخدام من قبل مسبق للبيانات هذه من قبل يعني كان قادر يتم على الاقل تنبيه المستشفيات ب يعني المرضى اللي رايحين يوصلون. قال مثلا علاش؟ لانه هو يحصل شنو اول حاجه يروح للفيسبوك. دونك اذا نستطيع الان ابلاغ مثلا المستشفيات بهذا الشيء. طبعا البيانات هذه انا حبيت ان نوصل بيانات في الجزائر وجدت صعوبه. هذه البيانات من جون هوبكنز يونيفرسيتي، يعني دايرين بلاتفورم انه في كل بلد تشوف تطور. لاحظوا الموجات يعني اللي مرت في كل مره كان يعني قاعد نتوافق معها بشكل جد كبير. الاناليزيس هذه دوما لما حكى الاستاذ احنا ندير داتا كوليكشن داتا بروسيسنج. الاناليزيس لازم يعني لانه البيانات ممكن ما تكونش يعني ما عندهاش فائده، لازم اناليزيس ونكمل الاجراءات الاخرى. فيه ايضا هنا دور للاناليزيس في ستاتستيكال. بطبيعه الحال لازم نراعي اللهجه الجزائريه والمرسومه بالحرف العربي بطبيعه لانه صارت هي اكثر شيء مستخدم. لاحظ هنا لما عملنا ايليغرامز بيغرامز جيغرامز اكثر الكلمات شيوعا، كل هذه دينيه يعني تعليقيه الى اخره. الان هنا يدخل دور الان بي. دور الان بي هنا نعم، حيث راح نقوم بتصفيه البيانات بطريقه جد ذكيه. انا حيث الان بي يستطيع الفهم وربط العلاقات بين الكلمات حتى يستخلص المحتوى اللي كنسحب. لاحظوا الان خاصه في اللون الاخضر هذا البيغرامز، يعني اكثر الاشياء اللي تفرق الجزائري ضغط الدم، الغده الدرقيه والقولون العصبي. هذا الانطلاق من البيانات يعني تبين ان البيانات يعني في الطريق الصحيح. تخيلوا يعني من الفيسبوك مش من مكان اخر. طبعا العمليه تواصلت، قمنا بتطوير يعني سي كلاس extraction and make data balancing, and after that we splice data and develop our deep learning model. هذا هو الديب learning موديل اللي مرسوم يعني فيه تعقيدات، لكن الان صار جد بسيطه على جوجل ولا كما تفسر من قبل على الكلاود. يعني مجرد تدفع 10 دولار يعطيك حاسوب جد طويل، يعني حتى ما تقولش ما عنديش حاسوب الان، ما تقولش يعني هات البيانات وكلش موجود.
الموديل اعطى نسبه الدقه يعني في التنبؤات وصلت حتى 90%. يعني هذا كله حبيت نوصل فكره وجود البيانات وفكره المحافظه على البيانات. اظن انتهيت هنا. ان شاء الله نكون قدمت ولو شيء بسيط وافاده ولو بسيط. Nous passons à la dernière partie où nous allons présenter notre nouveau labo récemment créé, qui est un labo dans la faculté de médecine. Donc, dans le cadre du projet de l'établissement sous l'horizon de la recherche et l'innovation, et afin de pouvoir comprendre les masses de données issues des sciences de la vie, de la Terre et de l'environnement, par l'usage des techniques classiques et de l'intelligence artificielle, un nouveau labo de recherche a été créé, intitulé Laboratoire de biostatistique, mathématiques, bioinformatique et méthodologie appliquées aux sciences de la santé et aussi. Il est constitué de 5 équipes. Donc, la première équipe, c'est l'équipe de Madame Nadia Chapi, qui est architecte de formation. Donc, l'intitulé de l'équipe, c'est la question du patrimoine face aux nouvelles technologies. Il y a l'équipe de Madame Aïda Jarab, qui est intitulée Géomatique et société. Donc, il y a 2 équipes de matheux et informaticiens, qui est l'équipe de M. Mohamed Boudoua et Mme Rafouchi Soumia, moi-même. Donc, c'est les spécialistes de mathématiques et informatique au service des autres équipes de professionnels et de tous les praticiens de l'université Saint-Nicolas ou d'autres universités. Bon, ce qui fait l'originalité de ce labo, c'est que c'est une structure pluridisciplinaire et transversale de l'Université Constantine III qui traite les données de tout type à grande échelle. C'est un regroupement de plusieurs communautés professionnelles de différents domaines, d'une part, les statisticiens, les mathématiciens, les technologues d'autre part, au sein d'une même entité visant le développement d'une recherche en statistique, probabilité informatique et intelligence artificielle, appliquée à la résolution des problématiques provenant des sciences de la vie, en particulier de la santé et de la terre. Donc nous la voyons comme une opportunité pour transformer la masse de données numérisées collectées à partir des études réalisées par les professionnels et les praticiens de différentes équipes en base de connaissances, de diagnostic et de règles de décision dans des applications intéressantes, importantes et très vastes. Les enjeux de notre laboratoire sont résumés dans les points suivants. Donc voilà, je vous laisse lire. Donc, voici les objectifs de notre laboratoire. Donc voilà, c'est une occasion pour présenter ce labo et pour la vulgarisation. Et nous sommes à votre service pour toute analyse de données ou assistance dans ce sens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation, Mme Fouchi, M. Guzman. C'était très bénéfique, j'imagine, pour toute l'assistance et surtout aussi la présentation de vos laboratoires de recherche qui va permettre de résoudre les différentes problématiques de l'université et de son environnement, de santé et autres, pas que de la santé, exactement. Donc, tout ce qui concerne statistique, intelligence artificielle, et on est très content d'avoir votre laboratoire dans notre université. Voilà, monsieur le recteur, vous voulez poser la question, est-ce que vous êtes au courant que nous avons un data center au niveau de l'université? Est-ce que vous êtes au courant du data center? On s'attendait à ça. La réponse était claire. Bon,
Je pense que je vais juste faire une présentation de 5 minutes, celle de Madame Zeynab Masri et M. Zafoni Nourni, et on va ouvrir le débat juste après, et on va s'arrêter à midi pile. Voilà. Rapidement. Fait par l'équipe de Besançon s'intéresse sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la santé, dans la prédiction spécialement du cancer du sein. L'essentiel. La problématique qui est posée dans ce travail de recherche, c'est que dans le cancer du sein, on veut savoir si à un stade précoce, cette personne, cette patiente, va avoir un risque de récidive après 10 ans. Donc il y a différentes méthodes pour avoir cette prédiction. Et surtout aussi de prédire si elle va répondre ou non à la chimiothérapie. Est-ce qu'elle a besoin d'une chimiothérapie adjuvante ou pas? Alors, un peu partout dans le monde, pas en Algérie, il existe un test génétique. C'est ce qu'on appelle l'oncotype DX. Alors, ce test génétique, c'est quoi? On prend de la biopsie, donc on fait une analyse d'une vingtaine de gènes, et on va prédire si cette personne va récidiver après 10 ans ou pas. C'est un test qui est très coûteux. Il coûte 3 000 €, il en a parlé tout à l'heure, professeur Teresa, et puis c'est même pas en France ou en Europe, on voit ça aux États-Unis. Alors, l'équipe de Besançon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé à utiliser les techniques d'intelligence artificielle pour prédire le risque de récidive, pour voir
si la personne nécessitera une chimiothérapie adjuvante, c'est chez des patients qui sont à un stade précoce du carcinome du sein, avec des récepteurs d'oestrogène qui sont positifs et qui sont HER2 négatifs. Donc voilà l'idée globale, c'est de trouver des moyens alternatifs, une réponse par l'intelligence artificielle pour prédire le risque de récidive. Alors, c'était quoi leur matériel et méthode? Donc, ils ont pris 320 patients de la région Bourgogne-Franche-Comté, ils ont pris leur biopsie, et c'était sur une période de 2012 jusqu'à 2018. Et ils avaient toutes les données anatomopathologiques, morphologiques et immunochimiques de ces patients-là. Alors, ils ont réalisé ce test génétique chez ces patients, et il faut savoir que pour ce test génétique, donc, on va avoir un score entre 0 et 100. Et les patients sont classés en 3 catégories. Des catégories à risque faible de récidive, des catégories à risque moyen de récidive et une autre catégorie à risque élevé. En déterminant ces catégories chez ces patientes, on va savoir si elles sont classées peut-être à risque. Je ne vais pas vous parler de cette classification, mais je veux dire elles sont des patientes qui ont un cancer du sein. Elles vont être classées et on va savoir si après 10 ans, elles ont un risque élevé de récidive ou pas. Voilà. Et puis ils ont utilisé des moyens d'intelligence artificielle, voilà les deux moyens de réseau de neurones DNLP et une autre méthode, une méthode de prédiction de catégorie de risque en utilisant un réseau d'auto-encodeurs variationnels. Une terminologie un peu compliquée pour moi, ce qu'on va résumer en terminologie VAE. Voilà, donc deux méthodes, DNLP et VAE. Voilà le processus de raisonnement d'intelligence artificielle, le design de l'intelligence artificielle, et je vous donne cet exemple. Voilà. Donc, on a toutes les données des patientes, de 320 patientes, l'âge d'un diagnostic, la statut ménopausique, la taille de la tumeur, la présence de métastases, le KI60, les récepteurs et tout ce qui s'ensuit. Donc, toutes les données, elles sont entraînées dans ce modèle d'intelligence artificielle, donc ce que nous avons entendu ce matin avec le professeur Teresa, donc les inputs et puis les outputs. Les outputs, donc on va avoir des données d'entraînement, des données finales qui vont nous dire que classer ces patients ont un faible risque, un risque moyen et un risque élevé de récidive. Et puis, ils vont comparer ces résultats entraînés par l'intelligence artificielle aux résultats donnés par le test génétique. Ils vont le comparer, et bien sûr, il y a aussi l'intervention du spécialiste, de l'anatomopathologiste et de l'encodeur. Donc, tous les spécialistes qui sont possibles, ils vont intervenir dans ce processus d'analyse. Et là, c'est l'autre modèle qui va utiliser l'auto-encodeur relationnel. Et puis, on a les résultats. Alors, cette cohorte a été classée en patients à risque faible, elles étaient 143, en risque intermédiaire et en risque élevé. Et on a comparé de concordance globale entre la prédiction du risque de récidive en utilisant ces méthodes comparativement à le risque de récidive en utilisant le test génétique qui coûte 3 000 €. Et on a trouvé une concordance de ces scores VAE et DNLP qui sont de 81% et 55%. Donc le VAE donnait plus, donnait mieux. Donc il donnait jusqu'à 81% de concordance. Donc vous voyez, rien qu'avec l'intelligence artificielle, on a pu détecter si ces patients sont à risque faible ou moyen ou élevé d'avoir une récidive comparativement à un test qui coûte très très cher, de 3 000 € avec une concordance de 81% pour le premier modèle et de 55% pour le deuxième modèle. Là, on va vérifier la spécificité et la sensibilité pour chaque test. DNLP, c'est entre 65 et 84% pour spécificité. La sensibilité est aux alentours de 55%. Pour le VAE, qui est la méthode peut-être plus pertinente, donc la spécificité était entre 81% jusqu'à 100% et la sensibilité de 73% jusqu'à 84%. Donc, juste pour vous dire que c'est très intéressant, l'intelligence artificielle a permis de prédire le risque de récidive à 10 ans d'une manière assez comparable aux tests génétiques qui coûtent excessivement cher. Et donc, l'autre test était à 55%, peut-être qu'il y a un problème de données, peut-être qu'il y a beaucoup d'aléas qui font que la sensibilité est loin. Et l'intérêt de ce travail, c'est quoi? C'est essayer de
collecter le maximum de données, d'avoir le maximum d'informations sur ces biopsies, avec l'interaction avec les médecins, les pathologistes, l'interaction avec les radiologues, l'interaction avec les cliniciens, les oncologues, l'interaction avec les spécialistes en intelligence artificielle. On va essayer de peaufiner ces données et d'avoir les meilleurs algorithmes pour prédire le risque de cancer du sein. Voilà, donc c'était ça la présentation, donc un peu plus simplifiée pour essayer d'expliquer ce qui a été fait à Besançon, à côté de plein d'autres travaux qui sont en train d'être faits. L'objet de cette matinée, c'est de sensibiliser nos collègues à nous, nos médecins, à collaborer avec les informaticiens, avec les statisticiens, pour avoir cette donnée, et à partir de cette donnée, on va avoir l'aide à la décision, l'aide au traitement, l'aide au pronostic, l'aide à tout ce qu'on a besoin pour prendre une bonne décision vis-à-vis de nos patients. Merci pour votre attention et je pense que le débat est ouvert pour tous les intervenants. Un peu fatigué peut-être. Il y avait plein de questions. Alors, elle est partie hier, madame. C'est dommage. Non, c'est pour le bureau de la propriété intellectuelle, la responsable. Est-ce que vous avez des questions pour les différents intervenants, particulièrement pour le professeur Fauchi et le docteur Moussen? Donc, je rebondis sur la question éthique qui a été abordée par le professeur Perissa et pour l'équipe de Constantine aussi, où tout en fait, toutes nos données sont libre accès et avec notre volonté. Parce que quand vous téléchargez une application, vous mettez OK sans lire de quoi il s'agit. Et là, c'est la divulgation de toute votre vie privée pour Facebook. La preuve, les informaticiens l'ont exploité pour comprendre le comportement des gens. Oui, professeur Professeur Moussen, juste une petite question. Je n'ai pas très bien saisi. Est-ce que vous avez fait une étude, c'est-à-dire vous avez exploité les données de plein de 1000 personnes, ou bien vous avez utilisé ce qui existait ailleurs comme agenda? Les données qui viennent de chez vous. البيانات يعني هنا استاذ بالنسبه للسؤال تاعك الويب سكرايبنج او تجريد البيانات هو يعني خليني نقول هو شيء اللي يزعج الان جوجل والشركات العالميه. تجريد البيانات انك تاخذ البيانات ايثيكال مازال ما طرقش ذاك عم تستخدمها الغرض يعني خاصه يعني السيتيشن او الطريقه انا راح تقول انه قمت بعمل سكرايبنج جديد ولا في البلاصه الفلانيه هكذا. الان بالنسبه حتى الفيسبوك ما عرفناش البرايفت جروبس لانه لما هو يعني صاحب الادمين لما عنده برايفت عنده خصوصيات لازم تستخدمه. اما البابليك ما دام بما انه بابليك وانا استطيع اي واحد يستطيع الوصول له من الحاسوب فممكن الكل يعني نستخدمه في اطار علمي. البيانات قمنا بتجميعها، يتم تجميعها يعني تقوم ببناء اكواد، الاكواد هذه تصل يعني بطريقه زي الروبوت للناس وتتحدث عن الاشياء اللي يساعدها، مش يعني مش دقيقه في ممكن تبنيها على معظم الامراض او حتى معظم فقمنا بتجميعها وبعد التجميع قمنا بعمل انوتيشن او ما يعرف بالليبلينج يعني كل وحده تصنف يعني ما ينمو من طرف طريقه الخبراء مش من طرف Professor Bokulu is from Florida International University. D'autres questions? J'aimerais bien rebondir sur votre question, si vous voulez bien. Vous présenter en bonne et due forme tout à l'heure. أنا بريزونتي أنا بس بريزونتي بالقاسم
Douali, je ne sais pas ce qu'il fait ici. Ah non, voilà. En tout cas, c'est un ami qui vient de Chicago. Assalamu alaikum. الفكرة اللي حكيت السؤال اللي راح نديرو هو في الحقيقة كيفاش نديرو هذا الجسر بين العلم والتريتمون ميديكال يعني سمحوا لي شوية نتكلم بالعربية فالفكرة هي أن في الولايات المتحدة أنا فلاح وعندي مزرعة لاغريكولتور دو بريسيزيون c'est-à-dire ننتجوا منتوج داخلي نخلقوا مناخ داخلي كامل 100% والإنتاج تاعنا يكون على مدار السنة. وفي يوم من الأيام اتصلوا بي من الجامعة اللي نتعامل معاهم UIC وقالوا لي هل ترى تقدر يعني دير تحويلات للمواد اللي تنتجها ولا اختصاص في الشامبينيون. الشامبينيون يعني غنيين جدا بالبروتينات والفيتامينات فإذا ممكن تعطينا نوع من الشامبينيون اللي يعطينا نوع مثلا عنده درجة مرتفعة في الفيتامين دي ولا في البروتين الفلاني ولا كذا ولا كذا. فهنا تدخل artificial AI وين يستعملوا الكمبيوترات وكذا مع الجامعة يقدروا يعطوك نصائح ولا إعانة كيفاش أنت تتعامل مع الضوء ولا مع درجة الحرارة ولا حتى يعني المنتوج تاعك يكون مكمل كدواء للمريض. بهذه الطريقة السؤال تاعي كان أنني نحط هذه الفكرة أمام الشباب والشابات هنايا باش ممكن هذا الميدان يكون فيه يتخصصوا فيه في المستقبل إن شاء الله. هذه هي الفكرة وهذا هو يعني المنبع تاع السؤال. راني Le test, c'est quelqu'un qui est parti aux États-Unis, ça fait un peu plus de 30 ans. Il a travaillé ici à la recherche parlementaire. C'est un entrepreneur aux États-Unis, notre ami là, on se connaît donc il est venu ici pour participer. En même temps, il peut se parler. Moi, je vais dire que c'est ça, en fait, l'intérêt de toute cette rencontre, c'est essayer d'avoir le contact, de créer des banques, de créer des liens, la multidisciplinarité. On parlait tout à l'heure d'un éventuel projet, en tant qu'un besoin particulier, nous, en tant que médecins, on a besoin d'un traitement X, d'une molécule Y, d'une plante, on pourrait extraire produits actifs, donc on a des pharmaciens parmi nous, et créer le lien entre pharmaciens, les procédés qui sont partis, en termes de la procédure d'extraction. Là, en tant qu'utilisateur médecin, on va utiliser cette molécule, et puis on revient à la source qui a produit. Donc c'est l'agriculteur qui a produit la molécule et voilà, on crée le cercle de multidisciplinarité et voilà. C'était ça l'intelligence artificielle à côté qui pourrait nous aider à affiner, à améliorer, à exploiter les données dans tous les sens. Hein? Non, bien sûr, tout ça sera discuté. On aura avec nous des gens qui sont spécialisés en éthique, spécialisés dans ces considérations. Vous avez entendu le professeur Teresa tout à l'heure, il y avait un projet de soutien-gorge qui détecte le cancer du sein. Le projet là-dedans, il y avait des philosophes, il y avait des psychologues. Donc c'était la multidisciplinarité vraiment dans tous ces sens. Voilà. Oui. Il est où le micro? Tu te présentes, je te connais. Je veux parler sur la multidisciplinarité. Multidisciplinarité, je pense que
Mais tous les départements, normalement, l'étudiant du mois. L'étudiant de mois, ils sont spécialisés, sa spécialité. Mais les spécialités, il y a un mouvement qui sont sa spécialité. Donc, en faculté de médecine, on a besoin de statistiques, on a besoin de gestion de projet, on a besoin d'un tas de choses. Un étudiant, quand il aura son diplôme, il sera débordé avec les informations qu'il doit avoir pour débuter son projet. Là, il y a beaucoup d'étudiants qui ont de très bonnes idées, lot of dreams. Parce qu'il y a un tas de choses, une tas de stratégies qui m'a une douche. Pour moi, le changement, le point de changement, c'est notre département. Et le prof, il a parlé sur la numérisation. Je pense qu'on doit faire des ponts entre faculté de médecine et faculté d'informatique. Les deux, faire des startups entre les deux. Quand un étudiant qui pense à faire des projets dès le début, quand il aura son diplôme, il sera motivé pour faire plus. Donc on n'aura pas le problème de changement d'idée. Parce qu'à 20 ans, on peut faire le changement d'idée d'une personne, mais à 40 ans, on ne peut pas. Merci. La vie est jeune, on peut parler juste. La vie est moins jeune. Attendez. Votre prénom c'est quoi? Lydia. Lydia. Vous savez que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait de la pensée. Au passage aussi, voilà, je suis toxicologue, comme vous savez, mon dada c'est les perturbateurs endocriniens avec le professeur de Mohamed. Monsieur Télisson, on ne va plus vous lâcher. La GDO, de récentes études et projets travaillent sur la toxicité. On ne travaille pas seulement sur la thérapeutique, mais on vise plus loin, on vise la toxicité des molécules, en l'occurrence les perturbateurs endocriniens. Pensez-vous qu'on pourrait faire cela dans le futur? Pourquoi pas, exactement. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues, exactement. Et puis, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que Biscra, il y a aussi Constantin juste à côté. Oui, bien sûr, avec plaisir. J'ai une petite intervention sur le NLP. Déjà, je vous félicite pour le travail d'annotation. Maintenant, avec le texte médical, il y a un grand problème qui n'est pas donné en français. Et comme on travaille beaucoup en français, surtout nos médecins en France et tout ça, il n'y a pas assez de bases données. Le grand problème, c'est l'annotation. Moi, je vous félicite pour l'annotation sur le texte algérien. Vous avez travaillé sur le texte algérien. Voilà. C'est un travail colossal. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font en anglais et on n'arrive pas à les faire en arabe ou en français. Parce que le texte, c'est le problème de base données. Et dans le même contexte, le problème des data. Je reviens sur le problème de data. Il y a l'aspect de transfert technologique. Toujours transfert technologique. Et le transfert technologique, la première idée, c'est la Chine. Il y a plusieurs façons de faire le transfert technologique. Il y a trois exactement façons de faire le transfert technologique. L'une des façons, c'est le reverse engineering. C'est Sariqa et Tariqa Muhadaba. Et c'est permis, c'est légal. La Chine, une grande partie de l'économie de la Chine, c'est parti sur le reverse engineering. Alors, on a souvent un niveau là-dedans. Et c'est tout à fait légal. Osted, il a récupéré des données de Facebook, c'est pas du vol. C'est pas du vol, c'est pas du tout du vol. Quand tu ouvres Facebook, sur Instagram, les données directement, vous allez être ébloui. L'argent qui revient à Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, Google. Alors c'est Google, c'est tout le monde, presque 99% du monde utilise la messagerie Gmail. Et Gmail, et Google, comme les data centers Théoro, les ingénieurs et tout ça, ils gèrent les messages d'account. Mais ça, il faut savoir, et croyez-moi, la quantité d'informations, ce n'est pas la quantité de données. La
quantité d'informations que Google récupère de nos fichiers, de nos messages, de nos échanges, elle coûte nettement le budget de Zaire ou Tunis ou Maroc ou Massacre. Donc vraiment, c'est un créneau data, c'est un créneau, mais il faut savoir, il ne faut pas qu'on... Le constat, en Algérie, on n'a rien du tout, on apporte tout. C'est un compromis. Donc non, il faut y aller. Il y a le transfert technologique, le reverse engineering, c'est légal. C'est des économies qui donnent à la base du reverse engineering. En plus, il y a des licences, acheter des licences. Il y a d'autres types. Mais le reverse engineering, il faut oser le faire. Il faut oser. Il faut ramener les data, il faut ramener les techniques, il faut les essayer au local. Et puis après, on rentre dans la partie légale, voilà, les brevets, et ainsi de suite. Voilà, c'était juste pour les données. Merci. Merci, professeur Talissa. Merci, professeur Khafouchi, docteur Wilson, pour vos interventions. Merci à tout le public. J'espère que